vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous le savez, on a progressivement perdu l'habitude de ces réunions de travail dans l'après-Covid. On s'est satisfait au départ des visioconférences, des Teams, des Zooms et toute autre réunion de ce type qui nous permettait, lorsqu'on avait des emplois du temps chargés, de continuer à travailler. C'est devenu de plus en plus confortable et puis on a perdu ce petit élément de lien entre nous. Donc on a continué de travailler, mais d'une autre manière. Et puis, vous le savez, à l'échelle de la Fédération de Paris, on a souhaité relancer notre réflexion sur le projet. D'ailleurs, merci Anne, je te remercie pour tout le travail effectué, qui est Anne Tachen, vous la connaissez presque tous, mais il n'y a pas que des Parisiens ce soir, qui était la présidente de la Fédération auparavant, et qui a mené dans le cadre des municipales déjà un gros travail, un gros projet avec beaucoup de militants, et après on a eu les municipales qu'on a eues, le Covid simultanément, et on a perdu cette habitude de travailler sur le fond et qu'on souhaitait reprendre. Alors on a commencé, vous vous souvenez, avec l'idée de travailler sur la question de la densification, avec des débats entre nous qui avaient déjà commencé de manière parfois assez vif sur est-ce qu'on doit aller vers la verticalité, est-ce qu'on assume que si on ne veut pas perdre de la population et qu'on ne veut pas toucher aux espaces verts à un moment donné, il va falloir faire de la verticalité. D'autres disaient mais non, mais l'avenir de toute manière il est à la dédensification, les villes capitales n'ont pas vocation à conserver leur population, il faut accompagner ce départ. Il y a beaucoup de Parisiens d'ailleurs qui souhaitent s'éloigner et vivre autrement, on le voit depuis le Covid. Et puis ce débat a commencé entre nous avec toutes les ramifications que ça posait sur les questions des mobilités, sur tout le reste. Et on s'est dit qu'on avait le temps. Les municipales, c'est pas demain matin, et que ce qu'on fait bien en général à l'UDI, c'est de prendre le temps de réfléchir, de travailler et de débattre. Et on s'était dit qu'on pouvait mettre à profit ces mois que nous avons devant nous pour avoir des conférences, travailler, écouter, poser des questions, aller au fond des sujets, et pour être prêt le moment venu, plutôt que de partir bille en tête avec des certitudes que nous pourrions avoir les uns ou les autres. Voilà. Donc on reprend ce rythme des réunions ce soir. Alors je remercie dans un premier temps d'abord Madame Geneviève Zambré-Marie, professeure à Cergy. Venez rejoindre votre place, professeur en aménagement et en urbanisme. On a eu un certain nombre d'échanges déjà sur le sujet et on s'était dit que pour poser toutes les problématiques justement du devenir des métropoles, et qu'on ne pouvait pas à Paris simplement, même si on adore faire ça, ne raisonner qu'entre Parisiens et imaginer qu'il n'y a rien autour de la ceinture périphérique. On ne pouvait pas faire comme si de toute manière on n'était pas en interaction avec la totalité de la métropole et la région Île-de-France, je vais y venir, et qu'on ne pouvait pas s'enfermer dans notre débat parisien, même si bien entendu la seule chose qui nous intéresse c'est nos électeurs parisiens, mais je le dis en plaisantant, mais voilà, on est obligé d'avoir cette réflexion globale. Je remercie également, mais vous le connaissez tous, d'être présent avec nous, tu peux venir, Jean-Philippe Dumoin-Clément, qui est vice-président de la région Île-de-France, chargé du logement, de l'aménagement du territoire, du SDRIF, donc tu vas pouvoir nous en parler. Il est également secrétaire national de l'UDI à l'écologie, c'est le président de la Fédération de l'Essonne, le maire de Mency, vice-président de la MIF, et comme tu dis, tu as à peu près tous les vices, donc je te laisserai les présenter les uns après les autres. Mais surtout ce soir aussi, avant de présenter nos invités, pas mystère, puisqu'on l'a mis sur le carton d'invitation du Sancerrois, je voulais aussi demander à Pierre Dornano de nous rejoindre. C'est toi qui vas animer ce débat. Pierre, c'est un de nos nouveaux adhérents motivés de Paris, qui vraiment s'est engagé avec Martine, avec d'autres personnes, pour essayer vraiment d'être en initiative et qu'on puisse faire des choses. Et l'idée qu'on s'était fixée depuis le départ dans la fédération, c'était de faire quelque chose de collectif. Donc Pierre, tu as quasiment monté cette opération de bout en bout, jusqu'au consommable. Et donc voilà, je pouvais féliciter Pierre déjà avant la réunion, parce qu'il a fait ce gros travail et qui nous a aussi, avec ta motivation, qui nous a donné envie de se dire, bah oui, il n'y a pas de raison, on peut reprendre ces réunions de travail et ces conférences et on va réussir à les monter. Et merci d'être tous là. Et donc avant de te passer la parole, puisque tu vas animer cette soirée, tu as dans tes passions le vin, c'est ce qui nous a permis d'avoir aussi ce soir un œnologue, Damien Laurent, d'un domaine fournier dans le Sancerrois, dans le Cher. Et on a un prétexte quand même pour l'inviter, on a tout à fait le droit de le faire, on n'est pas uniquement là pour boire un coup, c'est parce qu'il est conseiller municipal de Vernilly dans le Cher,
Et donc il a tout à fait sa place d'abord pour ça parmi nous ce soir. Donc merci également de joindre ces deux morceaux du débat et du plaisir de se retrouver. Ça va nous permettre de passer cette première belle soirée de conférence. Et on va enchaîner. Et de la même manière que je disais que Pierre a fait ce travail, chacun d'entre nous peut se dire à un moment donné, moi j'ai ce thème, j'ai ce sujet, je connais tel intervenant, c'est en lien avec des problématiques qui nous intéressent à Paris, on s'appelle, vous nous le dites, et on le monte de la même manière qu'on l'a fait ce soir. Voilà. Je ne suis pas plus long, je donne le micro à Pierre. Merci Eric. Et je m'occupe plus que des plateaux de charcuterie. C'est facile, avec tout l'entourage qu'il y a à l'UDI, d'organiser des événements. Ça, et aussi les consommables, je peux vous dire, normalement, sont délicieux, hein, tant intellectuellement que matériellement. Voilà. Alors, moi, je vais jouer le monsieur Loyal. Je suis journaliste, mais les journalistes, ils ont toujours l'habitude de parler de beaucoup de choses, sans être des spécialistes, c'est leur métier. Pour pouvoir parler sans comprendre vraiment. Et là, on a un sujet qui est très très compliqué, hein, qui est très technique, avec des enjeux très importants, sociétaux, économiques, de santé, de souveraineté aussi. Voilà. Et l'idée, c'était, comme disait Eric, de faire être travaillé et puis que vous nous éclairiez sur toutes ces problématiques. Et puis après, la salle posera des questions et je suis sûr qu'elles seront avec une oreille beaucoup. Voilà. On va commencer par vous, professeur. Donc vous allez nous présenter, je crois, un contexte, hein, de Paris et sa région et de son urbanisation. Voilà, dans le cadre donc, de ces problématiques, et aussi notamment dans le cadre d'une problématique de développement durable et écologique qui se pose à tout le monde. Donc je vous donne la parole. Très bien, merci. Ouais, je vais utiliser. Merci. Donc bonsoir. Donc je travaille, hein, je suis enseignant-chercheur à Sergi Paris Université, et je suis spécialisée en recherche sur les questions d'incertitude pour un peu caler le contexte. Donc je travaille sur l'un des incertitudes au sens général, qu'elles soient environnementales, sociales, politiques, réglementaires, financières ou archéologiques, dans la production urbaine, c'est-à-dire dans les projets d'aménagement et dans leur planification, et également sur les opportunités, et heureusement qu'il y en a, voilà, qui peuvent permettre de répondre à ces incertitudes. Donc que ce soit par exemple sur des concepts et leur opérationnalisation, de patrimonialisation, de densification, de transition, de durabilité, toutes leurs déclinaisons opérationnelles. Voilà. Donc sur des terrains qui sont à la fois français, mais aussi étrangers, notamment européens. Voilà. Donc pour donner un petit peu une idée du contexte. Alors ceci dit, donc voilà ce qu'on a un peu pensé comme présentation rapide, hein, voilà, je le rassure tout de suite. Pour ce soir, c'est plutôt des éléments de contexte, hein, sur Paris et sa région, donc l'Île-de-France. Parce que c'est vrai que c'est difficile, alors pour les aménageurs que nous sommes, les urbanistes que nous sommes, de considérer Paris tout seul. Hein, voilà, on envisage plutôt inséré dans une région capitale qui a évidemment un rôle à l'échelle internationale particulièrement important, comme ville vitrine finalement aussi voilà, française. Voilà, et donc le thème de la densification semble aujourd'hui très intéressant par rapport à différents enjeux, par rapport aussi à différentes lois récentes, hein, qui sont sorties, donc je ne vais pas y passer trop de temps sur ces lois-là, mais voilà, il y a des enjeux de densification, et la densification permet également, comme voilà, phénomène, comme politique aussi bien sûr, comme décision publique, d'aborder de très nombreuses thématiques, voilà, qui vont permettre de contextualiser très rapidement, dans une petite présentation, un certain nombre d'enjeux qui touchent donc la ville de Paris et sa région, avec quelques cartes. Hein. Donc cette présentation n'a pas pour objectif d'être exhaustive, mais simplement de présenter, à l'aide de quelques illustrations, de rappeler quelques données, voilà, quelques phénomènes voilà, importants, mais non exhaustifs, qui peuvent caractériser Paris et sa région en matière d'aménagement, d'urbanisme, et par rapport à des enjeux de densification et de durabilité. Alors, juste pour voilà, recontextualiser les choses, la ville capitale et la région capitale, c'est quelques chiffres. C'est, donc si on peut les lire, hein, si on en prend quelques-uns, c'est 649 milliards d'euros de PIB, c'est une densité de population d'à peu près 1000 habitants au kilomètre carré, ça on y reviendra parce que c'est important pour les questions de densification. C'est par exemple 663 000 demandeurs d'emploi,
c'est 138 milliards d'euros d'importation, voilà. 663 000 étudiants, voilà. Donc des chiffres très importants qui font de Paris et de sa région, évidemment, une ville et une région capitale importante en matière d'attractivité à l'échelle internationale, dans un contexte globalisé et dans un contexte aussi qu'on appelle en recherche néolibéral, voilà. Donc, de concurrence entre métropoles. Alors, si on s'intéresse aussi donc, voilà, à ces questions d'aménagement, ici considérées d'un point de vue économique, je crois qu'il y a une première idée qu'on peut retenir en ce qui concerne justement Paris et sa région, c'est finalement aussi donc, la dépendance de Paris par rapport au reste du territoire régional et par rapport donc, à la petite et à la grande couronne. Alors, il suffit, pour ça, on peut prendre quelques données toutes simples, par exemple donc, cette carte qui montre la localisation des zones d'activité économique entre 1950 et aujourd'hui. Voilà, on voit que progressivement, donc, on a quelques taches vert clair qui montrent la localisation donc, des zones d'activité économique dans les années 1970. Donc, c'est les premières qu'on réalise à cette époque-là. On voit on les installe là où il y a de la place, c'est autour de Paris, en petite couronne. On ne peut pas les mettre dans Paris parce qu'il n'y a pas de place. Au fur et à mesure, ces zones d'activité économique gagnent du terrain et vont être installées donc, en grande couronne. Ce sont les patates vert foncé. Voilà. Et puis, donc, de plus en plus loin, donc, ce sont après les années 2000, les patates bleues. Voilà. Donc, cette carte voilà, sur l'activité économique, sur l'implantation des zones d'activité économique, montre justement cette dépendance de Paris voilà, à l'activité économique et industrielle, enfin, du moins pour ce qui peut en rester, à sa couronne, bien évidemment, et aussi un deuxième phénomène qui est bien un processus d'étalement urbain, sur lequel on pourra revenir, qui est particulièrement caractéristique de la région capitale et des villes françaises en général, même en province, par rapport notamment à d'autres pays européens, qui ont eu des politiques d'aménagement un peu différentes. Alors, toujours dans cette idée justement de montrer finalement l'interdépendance entre Paris et ses couronnes, ici on a une carte voilà, qui va montrer le niveau d'équipement, donc notamment culture et loisirs. Alors culture et loisirs, ils sont en vert. Éducation, donc ils sont en rose. Voilà, ou commerciaux en jaune, etc., etc. À Paris et dans les couronnes. Alors ici, on va pouvoir constater un effet de polarisation de Paris et de la petite couronne sur la localisation de ces équipements, ce qui est assez classique dans une agglomération, même si elle est polycentrique, comme la région capitale. Alors, si on s'intéresse maintenant à, plus spécifiquement, la question de la densité de population, on a ici une carte donc, qui nous montre la densité de population à Paris et en couronne, donc exprimée en habitants par kilomètre carré. Alors, on a notamment un phénomène assez intéressant qui est cette densité de population dans Paris-Centre, où la moyenne est à peu près de 20 000 habitants au kilomètre carré, ce qui place Paris en 7e position mondiale de densité de population. Avec dans certains arrondissements, je crois que c'est le 11e, on atteint 40 000 habitants au kilomètre carré, ce qui est aussi très très important. Et progressivement, on va observer donc une décroissance de cette densité de population, avec en moyenne 7 700 habitants au kilomètre carré en petite couronne et autour de 460 en grande couronne. Avec, donc une fois qu'on a voilà, ces quelques données sur la densification, une particularité. Voilà. Une particularité sur l'occupation du sol, donc une particularité franco-française qui se retrouve aisément en Île-de-France, qui est le mitage. Donc le mitage, c'est-à-dire un éparpillement de l'habitat et des activités, donc avec des densités de population donc de l'ordre de 460 habitants au kilomètre carré, qui sont particulièrement faibles si on les compare à nos voisins européens, qui ont plutôt des densités autour de 2000, 3000 habitants au kilomètre carré. Alors évidemment, ce mitage, avec cet éparpillement de la population ainsi que du bâti, pose un certain nombre de problématiques. Alors des problématiques évidemment d'artificialisation des sols, contre lesquelles on essaye de lutter aujourd'hui,
Des problématiques de déplacement, puisque si on a un bâti extrêmement éparpillé, ça veut dire aussi que souvent on ne peut pas desservir ces zones très peu denses par les transports en commun. C'est pas rentable, même si on y fait, même en y mettant du transport à la demande, c'est pas, voilà, c'est pas rentable, ça ne permet pas d'optimiser les tournées des bus. Ça veut dire aussi donc, que le mode prioritaire, enfin, majoritairement utilisé par les habitants sera la voiture particulière et que les distances parcourues par ces personnes seront particulièrement longues et donc source de pollution. Alors ça, on reviendra sur ces questions de mobilité un petit peu après. Voilà, donc l'idée qu'on peut retenir ici, c'est un héritage historique finalement, qui est le résultat voilà, de politiques de choix aussi hein, d'urbanisation qui ont encouragé, voilà, notamment à partir des années 1960-1970, l'usage de la voiture comme mode majoritaire et un bâti donc particulièrement espacé et éparpillé, voilà, ce qui aujourd'hui pose un certain nombre de questions en matière de durabilité, de transition énergétique notamment, ou d'artificialisation des zones. Alors, on a ici voilà, une autre carte alors, qui va s'intéresser à la construction des logements. Alors, cette construction des logements, on voit que, ce sont des chiffres de 2020, on peut constater une surreprésentation donc de la construction de logements, notamment à Paris. Voilà. Et en première couronne, donc avec finalement un effet de pôle, un effet d'attractivité de Paris et de sa première couronne, particulièrement important, donc il peut s'expliquer bien sûr par une forte présence d'aménités, une forte présence aussi d'infrastructures de transport, voilà, de services, d'emplois, etc., qui peuvent expliquer donc, pour les promoteurs immobiliers des choix de localisation préférentiellement à proximité des zones voilà, offrant le plus de services et avec un nombre de logements construits donc, en périphérie, en grande couronne, qui reste plus modéré, cependant qui va quand même se caractériser par un étalement urbain, hein, puisque voilà, la carte d'occupation du sol qu'on a vue précédemment le montrait de façon assez nette. Alors, si on s'intéresse maintenant aux déplacements, hein, puisque les déplacements, c'est aussi lié, on le verra après avec des exemples étrangers, aux questions de densification. Si on s'intéresse aux déplacements, on a avec les derniers chiffres de l'enquête ONIL, on sait qu'il y a 43 millions de déplacements en Ile-de-France, 70% ont lieu en dehors de Paris. Hein. Donc d'une façon générale, tout mode confondu, les déplacements, c'est 15 millions, sont au nombre de 15 millions à l'intérieur de la Grande Couronne. On a quand même 800 000 déplacements à l'intérieur de Paris, voilà, ce qui reste assez important, et presque 12 millions à l'intérieur de la Petite Couronne. En revanche, des déplacements de couronne à couronne qui restent importants, ils s'expriment en millions, mais qui sont moins élevés hein, que les chiffres de déplacements intra-couronne ou intra-Paris. Alors, pour ce qui est des transports collectifs, donc qui est le mode aujourd'hui qu'on aimerait privilégier pour des questions de transition et de durabilité, là, ce qu'on peut constater, c'est que les déplacements donc, restent majoritaires en transport collectif à Paris, hein, 2 300 000. Important également par rapport donc, au maximum parisien entre couronnes. Et également, donc assez conséquent, donc de près de 2 millions en petite couronne. Alors évidemment, ça va être, ces déplacements en transport collectif vont rester moins élevés, moins importants que ceux qu'on peut observer en voiture particulière, donc qui reste le mode dominant, hein, notamment pour les déplacements en grande couronne. Donc ça va être lié en particulier à ce processus d'étalement urbain dont on a parlé précédemment. Un processus d'étalement urbain donc, qui a la particularité d'isoler finalement hein, le bâti et le logement par rapport à une desserte en transport collectif. Alors, un chiffre tout simple pour illustrer, 8 500 000 déplacements en voiture particulière, donc en grande couronne, comparé par exemple à 1,4 million entre la grande et la petite couronne, ou à 400 000 déplacements donc, dans Paris intramuros.
Voilà, donc ça aussi, bien sûr, sont des chiffres qui posent question dans un contexte de, voilà, de COP21 et de neutralité carbone à l'échéance 2050, etc., etc. Alors, on a vu, donc, on avait un héritage des politiques d'urbanisme des décennies passées, notamment donc, liés à des choix qui ont été faits en matière d'aménagement, avec Paul Delouvrier par exemple, les villes nouvelles, enfin voilà, tout ce processus d'aménagement post-reconstruction, des choix aussi voilà, liés au mode de vie français, avec une préférence pour le pavillon, et donc un étalement urbain très important qui aujourd'hui pose question. Alors, deux exemples, ou même trois, de politiques et de choix d'aménagement différents qui peuvent aussi donc, susciter la réflexion. Le premier, c'est l'exemple danois, où on voit donc, le plan d'urbanisation de Copenhague, avec à gauche la main, là, qui est le plan d'urbanisation de 1948, post-Deuxième Guerre mondiale, et l'urbanisation telle qu'elle se développe aujourd'hui, enfin telle qu'elle s'est développée aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, l'urbanisation à Copenhague a été développée le long des axes lourds de chemin de fer. Donc, l'idée, c'était au sein donc, de chacun des doigts là, de la main, de réaliser une ligne de chemin de fer lourd, donc l'équivalent d'un RER, d'un Transilien, etc., et d'autoriser l'urbanisation à proximité des stations qui desservaient ces territoires périphériques. Donc le résultat est assez intéressant puisqu'on peut constater sur la carte de droite une urbanisation justement à l'intérieur de ces doigts de gants. Alors il y a quand même un peu de mitage, bon, mais une urbanisation qui reste quand même voilà, concentrée à proximité des axes de transport en commun, ce qui évite le mitage. Autre exemple, l'exemple britannique. Alors ici, c'est un exemple d'urbanisation qu'on appelle de green belts. Donc vous avez en gris, donc ici c'est l'exemple de Belfast, vous avez en gris l'espace urbanisé, et en vert foncé, ce qu'on appelle donc la ceinture verte, qui est une zone inconstructible. Donc l'idée de l'urbanisation donc en Grande-Bretagne, avec cet exemple-là notamment, c'est de faire de la ville sur la ville. Donc ça, c'est un concept sur lequel on travaille aussi en France. Donc de faire de la ville sur la ville en utilisant l'ensemble des espaces vacants pour construire, quand c'est nécessaire, des nouveaux logements, des équipements publics, des bureaux, etc., etc., en évitant de façon assez stricte de construire dans les ceintures vertes. Donc l'urbanisation, quand il y a des besoins, et il y en a évidemment, l'urbanisation ne pourra se faire que sous la forme de villes nouvelles qui seront donc planifiées avec des schémas directeurs, des master plans, à l'extérieur, dans des zones bien définies, mais pas dans la ceinture verte. Ce qui fait qu'on a un urbanisme assez circonscrit, avec un périmètre défini, et, alors, voilà, en général, des axes de transport en commun. Alors, dernier exemple, mais qui malheureusement ne dispose pas de carte pour le visualiser, c'est l'exemple allemand. L'exemple allemand, c'est un exemple donc, de densification où il est interdit de construire à plus de 500 mètres d'une station de chemin de fer ou d'un axe de transport en commun, même si c'est un bus ou un tramway. Voilà. Ce qui va aussi, bien sûr, générer une ville assez dense et assez compacte, avec comme desserte prioritaire quasi systématique le transport en commun, qu'il soit lourd ou qu'il soit sous la forme du mode routier. Voilà, donc ce sont quelques constats, vraiment pour donner rappeler quelques phénomènes de l'urbanisation à Paris et dans sa région, par rapport aussi donc, à un contexte étranger, où il y a pu y avoir des choix différents. Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux, qui peuvent éventuellement donc, donner lieu à réflexion, comme l'usage du foncier, comme l'usage des espaces publics. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des espaces publics? Comment est-ce qu'on peut articuler aussi le développement urbain et l'usage des infrastructures? À quelle échelle on peut planifier? Est-ce que c'est à l'échelle de Paris? Est-ce que c'est à l'échelle de la métropole? Est-ce que c'est à l'échelle de la région? Voilà. Aussi, qu'est-ce que la ville durable? Parce que la ville durable, mais ça je pense qu'on y reviendra, parce que j'ai compris, c'est des enjeux qui dépassent largement des questions de densification. C'est aussi des enjeux géopolitiques, des choix socio-techniques, des choix industriels, peut-être aussi des choix de souveraineté.
Et puis enfin, voilà, qu'est-ce que c'est aussi qu'une ville en transition? Est-ce que ça se définit par des normes ou des règles? Est-ce que aussi ça se définit de façon plus locale, par la participation? Voilà, donc il y a énormément de questions qui s'ouvrent aujourd'hui et sur lesquelles la recherche travaille. Je vous remercie de votre attention. Il y a beaucoup de choses. Jean-Philippe Dubois-Clément, je vais vous poser une première question. D'abord, comment vous réagissez notamment à ces différents modèles de Copenhague, avec une organisation en étoile qui évite le mitage, ou bien un modèle britannique qui suppose une planification. Alors ça suppose bien sûr aussi un choix politique. Voilà. D'un côté, on a une planification donc, qui vient du haut et puis qui ne prend pas en considération formellement la volonté locale, et donc l'acceptation, l'accompagnement, l'acceptation de ce changement vers une ville de transition. Et puis de l'autre, on a un modèle, si j'ai bien compris, qui est plus d'urbanisation en étoile, mais qui serait plus consensuel. Bien, beaucoup de choses dans ce sur quoi vous m'interrogez, dans ce que vous avez dit. Peut-être, avant d'essayer de vous répondre, en tout cas d'amener des éléments de réponse, quelques éléments pour compléter ce qu'est une photographie d'une région qui est une région monde. Parce que la réalité, c'est que l'Île-de-France, c'est une région monde. C'est la seule métropole mondiale globale de l'Union européenne depuis la sortie de Londres de l'Union européenne. C'est la seule. C'est la seule. La région Île-de-France, après on viendra à la question purement parisiano-parisienne, c'est 12 millions 100 000 habitants en 2017. Aujourd'hui, on doit plutôt avoisiner les 12 millions 3 parce qu'on continue à avoir une croissance démographique extrêmement forte de 50 000 habitants de plus chaque année, malgré les questions d'évolution post-Covid. Et donc, c'est une région monde. Si on compare à Copenhague, la Suède, c'est la moitié des habitants de l'Île-de-France, c'est 6 millions d'habitants pour une densité globale qui est quasiment 10 fois moindre, puisqu'on est à 130-140 habitants au kilomètre carré, à la Suède, le Danemark, à l'échelle du Danemark. Excusez-moi, on est en fin de journée et je commence à être fatigué. On est sur une région qui est une région extrêmement compacte sur son épicentre urbain. Alors effectivement, on a 4 départements de grande couronne qui ont connu une croissance démographique en étoile, mais on a un épicentre urbain extrêmement dense, chose qui a été rappelée. La zone métropolitaine, c'est 6 700 000 habitants environ, et donc on a une densité urbaine qu'on ne va pas retrouver, y compris dans d'autres capitales. Si on compare au Grand Londres, si on compare à l'aménagement berlinois, on a une densité de population qui est sur les zones denses extrêmement élevée déjà, avec un effort de compacité de la ville qui a été fait, qui est très important. Alors avec, dans les points positifs, parce qu'il y a des points négatifs, mais dans les points positifs qui sont l'héritage de cette compacité de l'hypercentre francilien, c'est le fait que cette région Île-de-France, qui représente 18% de la population française et qui produit 31% du PIB, c'est-à-dire qu'on a une dichotomie totale entre le poids démographique de la population et la productivité de la région, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer par la suite si vous le souhaitez, est une région proportionnellement peu artificialisée et peu émettrice de CO2. La région Île-de-France, c'est moins de 5% de l'artificialisation globale du pays. Si nous avions le taux d'artificialisation globale de l'ensemble des régions de France, c'est plus que l'intégralité du territoire francilien qui serait intégralement artificialisé. Et en fait, c'est uniquement dû à cette compacité de l'hypercentre. C'est ce qui nous permet d'être une région qui est aujourd'hui à 76-77% agricole, naturelle et forestière pour sa grande couronne. On est une région, du fait de la densité des transports en commun, notamment sur l'hypercentre, ce qui était extrêmement bien mis en exergue. On voit la différence des modes de vie et de l'usage des mobilités entre Paris, la petite couronne ou la grande couronne. On est la région qui, en France, émettons le moins de CO2 en ratio par habitant. Alors effectivement, on est la première région productrice. Quand on représente 18% de la population, mécaniquement, on le retrouve. Mais cet effort-là existe. En fait, il est uniquement dû à la typologie de l'aménagement francilien qui est déjà extrêmement dense. Alors après, l'architecture de l'urbanisme francilien,
on est sur aussi ce qui est le résultat de la culture française. On est un pays monarchiste, jacobin, gaulliste, et où la France s'est construite en étoile depuis Paris. L'Île-de-France, qui est la région de la capitale, a été d'une certaine manière aménagée avec cette vision-là. Ce qui est important aussi de signaler, c'est peut-être quand vous parlez des choix d'aménagement. L'Île-de-France a été la région de France qui a fait l'objet le plus de déterminants volontaristes et imposés sur son aménagement. L'Île-de-France a depuis des décennies, on parle aujourd'hui du SDRIF environnemental qu'on est en train d'établir pour remplacer le SDRIF de 2013, qui lui-même remplace les SDRIF précédents. On est sur 40 années en Île-de-France de documents d'urbanisme, d'abord de l'État, puis coétablis État-région, et pour la première fois en 2024, établis par la région en lien avec l'État et malgré tout sous la tutelle du Conseil d'État. Il faut quand même relativiser le poids et le pouvoir ou l'indépendance qui est la nôtre. L'Île-de-France est la seule région de ce pays à avoir toujours eu un urbanisme qui soit réglementé et normé depuis l'échelon régional. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres régions métropolitaines, qu'impose d'ailleurs la loi 3C issue de la Convention climatique, la loi d'août 2021 qui fixe notamment le principe du ZAN, le zéro artificialisation nette, ce qui rend d'ailleurs son acceptation beaucoup plus difficile, parce qu'il y a un changement de paradigme total par rapport à l'aménagement pour les autres régions, là où dans le cadre de la région Île-de-France, on est beaucoup plus sur une question d'évolution. Et donc en fait, cette échelle de planification en région Île-de-France, elle existe déjà, pour répondre à votre question, depuis quelques décennies. Elle était d'ordre de l'État, elle existe de plus en plus sur la région. Après, on a un véritable sujet. C'est la question du morcellement administratif. Et c'est la question de l'empilement des strates administratives qui contribue à atténuer les effets de quelques politiques urbanistiques qu'elles soient. Nous sommes sur une région où nous faisons cohabiter l'État, la région, la métropole du Grand Paris, les intercommunalités au sein EPT au sein de la métropole et les intercommunalités extérieures à la métropole, les départements, les communes et un certain nombre de syndicats ou de structures type parcs naturels régionaux qui d'ailleurs peuvent avoir des pouvoirs également réglementaires et normatifs quand on parle d'urbanisme. Et donc on se retrouve à avoir un enchevêtrement de compétences qui font qu'un schéma qui est pris normalement dans une logique pyramidale au niveau régional se retrouve à avoir le filtre des SCOT avant d'intégrer les PLU ou PLUI. Et donc on voit qu'on a un certain nombre d'effets qui sont partiellement effacés. Moi je pense fondamentalement qu'une région comme la nôtre ne peut avoir une logique d'aménagement que régionale. Paris est une capitale, c'est une ville-monde avec des atouts et des difficultés majeures, mais c'est une ville, et vous l'avez dit je crois au début de votre propos, qui vit dans un écosystème qui est totalement dépendante de son environnement. Paris n'a aucune indépendance énergétique, n'a aucune indépendance en termes de déchets, n'a aucune indépendance par rapport à l'emploi qu'elle propose, mais qui est occupé par des banlieusards. Paris a un sujet majeur par rapport aux inondations qui ne peut pas être traité à l'échelon parisien, qui ne peut même pas être traité à l'échelon métropolitain. Question même de la région, on peut se poser la question des bassins versants, où aujourd'hui on travaille, quand on parle des inondations ou des crues, région Île-de-France, région Normandie, région Grand Est. Donc on mesure bien qu'aujourd'hui, cette ville qui est le maillon central, autour duquel tout a été organisé depuis des années. Alors là, c'est un propos très politique, mais bon, je peux me le permettre pour le coup, vit de manière totalement autarcique, pour ne pas dire autistique, depuis maintenant une dizaine d'années. La réalité, c'est que Paris ne se soucie plus de son environnement immédiat, ne travaille plus avec son environnement immédiat. Depuis quelques années, la limitation du lien de Paris avec les communes ou les intercommunalités l'entourant, ça se limite à quelques conférences de presse entre la maire de Paris et des maires de communes environnantes ayant la même appartenance politique. Mais ce lien de travail avec les communes, avec l'écosystème qui est totalement lié, parce qu'en sens inverse, la banlieue n'existe pas sans Paris, est quelque chose qui
hélas, n'existe plus. Quand on prend le débat qui est né sur le périphérique, on peut être pour, on peut être contre la fermeture d'une voie du périphérique. La réalité, c'est que c'est une voie qui est chaque jour utilisée par 1 million de personnes, dont 90% de banlieusards et dont 40% des trajets ne rentrent pas dans la capitale. Et on voit bien que c'est un débat qui, en tant que tel, n'est pas uniquement parisiano-parisien. Et emmener ce débat en ne l'examinant qu'à l'échelle de Paris, c'est le mépris le plus absolu qu'une capitale peut avoir sur son écosystème. Oui, très bien. Et c'est d'ailleurs, en plus, ce problème de cette voie dédiée, imposée sans étude d'impact réellement. Ce qui est encore un autre sujet. Ce qui me gêne le plus, c'est l'absence de discussion avec l'écosystème. Avec l'écosystème. Alors, on voit bien une question. On voit bien d'abord ce problématique de millefeuille qui reste, de rationalisation des politiques au niveau régional et national. J'ai une question alors, à vous deux. C'est comment d'abord densifier dans ce contexte de ZAN, c'est le paradoxe. Et puis, cette hyper-densification qu'on a à Paris, c'est historique, il faut faire avec. La c'est compliqué à dire, dédensification, du coup, va transposer en périurbain le problème de l'artificialisation. Donc, comment sortir de ces paradoxes? C'est une question. Merci. Alors, ce que les urbanistes ont à leur disposition aujourd'hui pour densifier dans un contexte de ZAN, c'est notamment, bien sûr, récupérer les friches industrielles, voilà, il y en a quelques dizaines d'hectares, qui datent de la période de désindustrialisation voilà, des années 1970, 1980, etc. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, il y a un coût très élevé, c'est celui de la dépollution, souvent, c'est ça qui peut être une limite. On a aussi la possibilité de faire de la ville sur la ville, c'est-à-dire d'utiliser l'ensemble des dents creuses, des terrains qui restent disponibles voilà, dans les espaces déjà habités. On a aussi la possibilité de rehausser les immeubles. Alors, je crois que c'est prévu dans le PLU qui est actuellement voilà, en cours d'élaboration au sein à Paris. Et puis, voilà, on a différents outils. Par contre, la question qui se pose sur la densification, c'est que si on construit trop haut, on sait que dans un contexte de changement climatique, les immeubles hauts génèrent des difficultés pour évacuer la chaleur, faire en sorte que la chaleur soit évacuée avec le vent. Voilà. Donc ça, on sait que c'est compliqué si on envisage la question de l'îlot de chaleur urbain, notamment l'été. C'est compliqué de construire haut, donc de densifier de façon trop importante. Donc il y a peut-être une limite aussi sur laquelle il faudrait travailler. Alors ça, la recherche peut sans doute aussi apporter des réponses, l'architecture, les techniques de construction. Alors la question, au-delà de ça, la question qui se pose bien évidemment, c'est que les villes, elles sont attractives, notamment les métropoles mondiales, elles sont en concurrence, elles sont attractives pour attirer des entreprises, des emplois, des sièges sociaux, des grands événements et bien sûr des habitants. Et donc l'ensemble de ces activités, il faut bien les mettre quelque part, donc il faut pouvoir loger les gens, construire des bureaux. Bon. Donc si on est limité par les nouvelles constructions, la densification dans les parties déjà les plus denses, il va rester éventuellement les périphéries. Mais là encore, il y a des limites, et notamment c'est la question de l'artificialisation, puisque on sait que si on artificialise, ça bouleverse les écosystèmes, ça peut provoquer des épisodes d'inondation qu'on ne souhaiterait pas, etc. etc. Donc finalement, la question qui se pose, c'est un jeu d'équilibre, de vase communicant, je crois que c'est le terme qu'on avait utilisé lorsqu'on a préparé cette soirée. C'est un jeu de vase communicant, c'est-à-dire finalement aussi que l'accueil des nouveaux habitants, des nouveaux logements, des nouvelles activités, etc., doit s'envisager à une échelle qui est, c'est ce qu'on disait précédemment, finalement globale, donc régionale, avec des analyses fines sur les possibilités de construction, là où ce serait le moins impactant en termes environnementaux, par exemple. Est-ce que vous souhaitez réagir ? La réalité de la trajectoire dite ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette à 2050, c'est quoi? C'est la réduction de l'extension urbaine, c'est la préservation des terres naturelles ou la reconstitution de terres naturelles dans des secteurs extrêmement minéraux, comme c'est le cas à Paris ou en petite couronne. Dans un contexte de population qui augmente, ce qui est le cas de notre région. Ce n'est pas forcément le cas
toutes les régions de France, d'une diminution du nombre d'occupants par logement, puisque c'est un facteur aussi majeur. En l'espace de 40 ans, on est passé de 10-15% de décohabitation à quasiment 50% en Ile-de-France et en ville plus vieux. Donc le taux d'occupants par logement, mécaniquement, a diminué. Quand on rajoute à ça des phénomènes de sortie du marché locatif d'un certain nombre de logements, c'est toute la question du Airbnb, c'est la question des rythmes de sortie de passoires énergétiques, on voit bien qu'on est sur une équation qui est extrêmement compliquée à pouvoir résoudre. Alors dessus, il y a un certain nombre de pistes qui peuvent être faites. La réalité, c'est que toutes les solutions qui existent sont plus coûteuses que de l'aménagement classique. En fait, qu'est-ce qui a fait que, depuis que l'homme est l'homme, dans quelques pays du monde que ce soit, l'aménagement se soit toujours fait de manière, entre guillemets, plutôt horizontale et plutôt en extension, c'est que c'est quelque chose qui va plus vite et qui coûte moins cher. Quand on va travailler sur des friches urbaines, on a des temps de recomposition, parce que souvent on va avoir des propriétaires identifiés, non identifiés, potentiellement plusieurs propriétaires. Donc le temps de remembrement des parcelles est plus long. On est sur et donc quelque chose qui est plus long et quelque chose qui coûte plus cher. On a des coûts de démolition, des coûts de dépollution qui peuvent coûter plus cher. J'ajoute que les friches en Ile-de-France, c'est un sujet qui est important, mais qui ne permettra pas d'aborder la trajectoire ZAN. L'Île-de-France, c'est sur la dernière décennie 774 hectares consommés annuellement. Les friches recensées en Île-de-France, de manière non exhaustive, on n'a pas cette prétention-là sur l'Institut Paris Région, mais aujourd'hui c'est un peu plus de 4000 hectares de friches, dont 60% sont des friches naturelles. C'est-à-dire que quand on prend les friches urbaines, qui peuvent être soit renaturées, soit réutilisées, c'est moins de 2000 hectares. Alors les friches, il s'en crée, il en disparaît, c'est un phénomène mouvant. Mais quand on met face aux 774 hectares de la dernière décennie, il y a 30 ans, c'était 3000 hectares qui étaient consommés en Ile-de-France. Donc on est sur une région qui a une trajectoire qu'aucune autre région de France n'a eu en termes d'efforts de réduction de son extension urbaine. Mais la réalité, on voit que les friches, c'est un vrai sujet, mais ça ne suffira pas. On a la question des zones d'activité économique. Pour le coup, Paris n'est pas le secteur le plus concerné, mais les zones d'activité économique, c'est 35 000 hectares en Ile-de-France. Et là, on a un volume absolument colossal, souvent sous-utilisé parce que c'est des nappes de parking à plat. On n'a pas construit en hauteur, on n'a pas utilisé le sous-sol, et on voit bien que cette notion de ville en 3D, de réaménagement, de réutilisation de l'espace, là, on a des choses à faire. La question qui se pose quand on veut travailler sur ces espaces, est-ce qu'on a des aménités à côté? Quelle typologie de transport? Quelle typologie de service public quand on est sur des secteurs de ville un peu moins denses? Et c'est véritablement d'avoir une logique d'aménagement global dessus. Et puis aussi peut-être un point quand même important qu'il faut que vous ayez tous en tête. On parle beaucoup de l'extension urbaine francilienne. En fait, l'extension urbaine francilienne, ça n'est pas le logement. L'extension urbaine francilienne, c'est très majoritairement, sur la dernière décennie, l'activité économique et au sein de l'activité économique, le pôle logistique, qui a été le premier consommateur. Aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est 86 à 87% des logements qui sont construits le sont en recomposition urbaine, c'est-à-dire en retravaillant sur l'enveloppe urbaine existante. Dans le SDRIF que nous souhaitons adopter l'année prochaine, on fixera un objectif à plus de 90%. C'est-à-dire que le logement représente toujours une quote-part d'extension urbaine. Quand on est sur le secteur de Saclay, sur le secteur de Marne-la-Vallée, on voit bien qu'on a des secteurs qui sont des OIN avec des extensions urbaines. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est l'exception et qui est assez à la marge par rapport aux problématiques d'aménagement. Et puis, dernière chose qui est un sujet en général sous-utilisé, la mairie de Paris a ouvert un peu timidement la porte, alors ce n'est pas forcément l'avis de ma famille politique au sens large, c'est la question de la surélévation. La surélévation est malgré tout aujourd'hui quelque chose qui est totalement sous-utilisé et qui a des aspects vertueux pour au moins 3 raisons. En zone dense, la question du stationnement ne se pose pas. Quand on est en zone peu dense, il y a un rapport et un emprisonnement à la voiture que vous mettiez parfaitement en avant, qui fait que si vous surélevez un immeuble d'1 ou 2 étages, que vous ramenez 8 ou 10 familles dedans, c'est 15 à 20 voitures et il n'y a pas les stationnements. Quand on est à Paris ou en zone extrêmement dense, la question de la voiture des familles, maintenant c'est très marginal, ça se pose assez peu. La deuxième chose, c'est que c'est un mode de construction qui est plutôt vertueux. Quasiment tous les projets de surélévation aujourd'hui se font à base
carbone extrêmement bas quand on parle du bilan de la construction, parce que pour avoir des structures plus légères qui impactent moins sur les fondations, on va plus travailler sur du bois, sur du chanvre, sur de la paille que sur du béton ou de la pierre, mécaniquement. Et puis troisième chose, on parle énormément de rénovation énergétique et thermique. C'est à mon sens le seul moyen de l'accélérer et de le massifier en permettant de financer dans un certain nombre de cas la rénovation thermique en faisant payer l'opération par la surélévation. Et je pense qu'on a aujourd'hui, pour une question qui est très très liée au syndrome NIMBY, à la peur du changement, à la peur des travaux, une timidité extrêmement forte là-dessus, alors que par rapport à de l'habitat, je mets de côté le logement social, mais par rapport à de l'habitat privé non favorisé, assez souvent ça pourrait être la seule solution de massifier et d'accélérer les processus de rénovation, financièrement parlant. D'ailleurs, les promoteurs proposent maintenant des surélévations aux propriétaires à coût zéro, dans le cadre de restauration, de rénovation des immeubles. Mais qui ne se feront jamais en rénovation, qui mettront 10 ans sans que la copro... C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut aller... Donc, aujourd'hui, je crois que Paris, c'est 37 mètres, la hauteur. Est-ce qu'il faut aller vers 50 mètres de haut? Est-ce qu'il y a un seuil de... Non, mais... C'était le... Oui. Après, moi, j'en sais rien, je ne suis pas élu parisien et je ne suis pas candidat à Paris. Donc ça, c'est plutôt des questions qu'il faut que vous posiez. De 37 à 50 mètres, je pense que un étage, c'est 3 mètres. Donc on peut trouver... voilà. Et tous les immeubles à Paris ne sont pas à 37 mètres aujourd'hui. Enfin, on a aussi toute une part... on a beaucoup d'endroits où on peut peut-être, au coup le coup, gagner un étage, 2 étages, sans avoir un changement profond de la typologie urbaine. Vous savez, quand on parle d'intensité urbaine, on ne parle pas de Paris, mais ça veut dire que quand on est en moyenne couronne, là on est sur du R+3, on va être amené à devoir faire du R+4. On ne va pas forcément avoir un changement violent des typologies urbaines. Alors vous êtes dans des secteurs de communes moyennes de grande couronne, la limitation de l'artificialisation fait que vous ne passerez pas de pavillon à détour, mais vous pouvez vous retrouver à avoir du petit collectif, à avoir là où c'était du rez-de-chaussée, à avoir du R+1+, comble ou du R+2. Et en fait, c'est cette modulation douce de l'urbanisme qui est à prendre en compte. Avec encore une fois un vrai sujet pour moi sur Paris l'hypercentre, qui est d'une part un engagement qu'on prend, qu'on fixe et qu'on porte sur la région, qui est d'essayer de reconquérir des espaces de pleine terre. Parce que quand on parle de la lutte contre les îlots de chaleur, il y a la question de la hauteur, mais il y a la question de la pleine terre et de la végétalisation, qui est un élément totalement majeur. Et on voit des exemples d'urbanisme qui ont été faits il y a quelques décennies, qui au fond sont assez ratés. Quand on prend tout le parvis de la Alpajol, par exemple, c'est totalement minéral. Enfin, on ne le ferait plus, ça a 15 ans, on ne le ferait plus aujourd'hui de cette manière-là par rapport aux contingences environnementales qu'on a. Mais c'est vraiment la pleine terre, et arriver à récupérer de la pleine terre, ça veut aussi dire inévitablement retravailler un peu sur une compacité urbaine. Eric. Oui, alors une question, je ne sais pas si j'ai besoin pas du micro, pour du coup rebondir sous forme de question, et comme je disais au début, on est là aussi nous, avec notre regard parisien, pour réfléchir à notre projet. On voit bien que d'une certaine manière, sur la surélévation, se rejoue un peu le même débat entre la gauche et la droite parisienne qu'on a eu sur les trottinettes. C'est-à-dire que pour des raisons diamétralement opposées, ils sont tous les deux d'accord pour s'y opposer. La gauche, idéologiquement, devrait vouloir porter la ville du quart d'heure. D'ailleurs, même l'expression, moi je ne l'avais pas trouvée idiote de la part d'Anne Hidalgo, ce concept de vivre, travailler, consommer à portée de marche. Mais pour ça, si on veut à la fois avoir des espaces verts et pouvoir vivre et consommer à portée de marche, pose évidemment à un moment donné la question des surélévations. Mais pour leur logique et la manière dont ils sont mis sous tutelle par les écologistes, ils ne peuvent pas le porter. Et la droite, pour d'autres raisons, plus le NIMBY et par une forme de conservatisme dont ils pensent devoir être les tenants par rapport à leur électorat, on voit bien que dès qu'il y a un projet qui sort de terre, ça va systématiquement être les premiers à s'opposer à tout type de construction, qu'on pourrait paraphraser des auteurs en disant qu'une ville debout, c'est beau. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la problématique qui est posée. Alors, question que je pose du coup à deux spécialistes, est-ce que vous pensez que, en termes d'acceptabilité pour la population, c'est jouable? Est-ce que nous, par exemple, on pourrait être la formation politique qui s'engage sur ce thème-là en disant on est là pour faire de la pédagogie, on doit porter cette question de la surrévélation si on ne veut pas perdre de la population, si on ne veut du coup pas avoir une augmentation de la fiscalité locale, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, je ne reviens pas dessus, ou est-ce que de toute manière
il faudra faire de la surveillation sans le dire le jour où on prendra les clés, et sans le dire avant, comme certains font de la prose sans le savoir, parce que de toute manière, c'est un combat perdu dans l'opinion publique. Donc je m'adresse à quelqu'un qui est à la fois déjà maire, des gens qui ont une réflexion plus globale sur le sujet. Est-ce que c'est un suicide politique de porter cette idée-là, ou au contraire d'assumer la niche et de dire nous, on est les seuls qui parlent vrai. Voilà. Vaste sujet. En fait, c'est une question de philosophie politique. Est-ce qu'on est là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ou est-ce qu'on est là pour essayer de les convaincre de ce qu'on croit juste? On peut avoir le droit de se planter. En tout cas, c'est un vaste sujet politique. Sur les extrêmes qui se rejoignent, quand on prend l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui en France, on a des programmes économiques à peu près identiques. Donc on voit qu'il y a des capacités, des fois, de blocs totalement opposés à arriver quasiment à fusionner idéologiquement, programmatiquement sur certains sujets de manière encore plus marquante. Moi, fondamentalement, je crois que, conviction, mais qu'en politique, si on a un engagement, c'est pour dire ce qu'on croit juste, c'est pour dire ce qu'on croit vrai. Après, les gens adhèrent, n'adhèrent pas, mais c'est de le dire. Moi, je pense sincèrement que la surélévation modérée, encore une fois, la question n'est pas d'aller rajouter 3, 4, 5, y compris techniquement, c'est des choses qui ne seraient pas forcément faisables. La surélévation, elle n'est pas faisable partout, y compris quand on a les questions des bâtiments de France, il y a des questions de structure, de portance, donc on est sur du cas le cas techniquement, mais je crois qu'il faut, éviter de faire peur, c'est-à-dire de laisser à croire qu'on irait totalement détruire un urbanisme tel qu'il existe avec des effets induits sur la hauteur qui a aussi un certain nombre d'inconvénients. Mais je pense que, en sens inverse, ne pas avoir un discours de vérité là-dessus, c'est assez irresponsable. Et là où je pense qu'il y a une accroche la plus forte possible, c'est pas tant sur le fait de dire que Paris perd de la population. Honnêtement, je ne sais pas si beaucoup de Parisiens s'intéressent ou pas de savoir si on perd de la population. Ce qui est vrai, c'est qu'une ville qui chaque année perd 10 à 12 000 habitants, et les habitants qu'elle perd, c'est plutôt les classes moyennes. C'est ces classes moyennes. Les très aisés arrivent à rester. Les classes très populaires, quand elles ont eu accès à un logement social, peuvent y rester. Mais c'est une déperdition des classes moyennes et c'est une déperdition des familles. Et une ville qui, chaque année, perd ses classes moyennes et ses familles, c'est une ville qui est en train de mourir. C'est une ville qui devient une ville paupérisée totalement dans certains secteurs et une ville musée touristique dans d'autres. Mais la réalité, ça, je pense que c'est pas forcément entendable. Voilà, le fait de dire une ville qui se dévitalise, pas sûr que ce soit entendable. Par contre, la question du financement massif de la rénovation énergétique sans que ça vienne impacter les budgets des familles, ça c'est quelque chose qui est entendable. Merci. Justement, à ce propos de... Sylvie Mariot qui nous fait le plaisir d'être là pour, comme on est beaucoup de Parisiens, elle est adjointe au maire de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine et vice-présidente également de la région Île-de-France. Nous avons trois vice-présidents à la région, donc on a 2 sur 3 ce soir, on est ravis de vous avoir tous les deux. Donc à l'économie sociale et solidaire, le troisième étant James Chéron au lycée. Merci Eric. Oui, tu parlais de rénovation énergétique des bâtiments et je suis désolée, moi je ne suis pas parisienne, je suis banlieusarde et on a dans la région Île-de-France des départements de grande couronne, des départements avec des zones très rurales et ça fait 40 ans, 50 ans qu'on voit pousser des zones pavillonnaires parce que comme tu as dit tout à l'heure, l'étalement horizontal c'est quand même le moins cher. On en est tous conscients, mais ça veut dire que parallèlement on a des villages qui se dépeuplent. Alors, excusez-moi pour les Parisiens, mais je pense qu'on est tous attachés aussi à la campagne, et notamment à la campagne francilienne. Et quels pourraient être les moyens donnés, à part la contrainte? Alors, bien sûr, il y aura moins de permis de construire, puisque le ZRIF, les PLU, etc., qui en découleront, feront qu'on donnera moins de permis de construire pour ces zones pavillonnaires. Mais quels pourraient être les moyens donnés aux maires de ces communes pour favoriser, pour aider les jeunes, finalement, à rénover des maisons ou des appartements de centre-bourg ou de village plutôt que d'aller construire, parce qu'aujourd'hui ils en rêvent tous de leur maison avec leur jardin, avec du chauffage qui marche bien, qui ne coûte pas grand-chose, etc. Donc à part des aides financières à la rénovation énergétique, quelles pourraient être les autres solutions données à ces élus pour aider en fait en dehors de la contrainte? S'il n'y a pas d'idée, on en cherchera. Alors, déjà sur la question des secteurs pavillonnaires et de la grande couronne, ce qu'il faut bien intégrer,
du fait de la diminution du nombre d'occupants par logement, une ville qui ne construit pas de logement, qui construit 0 logement, est une ville qui perd de la population, mécaniquement. Et l'un des sujets de la trajectoire ZAN absolue dans des villages, et ce qui fait que ça hurle aujourd'hui dans les régions de France, c'est que c'est des fermetures d'écoles. Un village où il n'y a plus aucune construction est un village où vous savez qu'à 5 ans, 10 ans, vous allez fermer des classes. Donc ça, c'est un des sujets majeurs. C'est la question demandée par les parlementaires d'avoir une garantie minimum de droit à artificialisation dans les villages. Bon, très bien, on peut essayer. La réalité, c'est celle-là, première chose. La deuxième chose, sur la question du pavillonnaire, alors qu'il y a un peu une sorte de rêve français, enfin d'ailleurs comme on a le rêve de l'accession à la propriété, en ayant un des taux de propriétaires les plus faibles des pays de l'OCDE et de l'Europe de l'Ouest. Et en réalité, on est à 62-63% de taux de propriétaires, ce qui est faible. Alors que c'est quelque chose qui est assez souvent ancré comme une logique, une finalité ou une réalisation. L'Allemagne est plus faible que nous, mais avec l'Allemagne, un système un petit peu différent, notamment dans la question de la confiance par rapport à la retraite, etc. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Le logement individuel en Ile-de-France, c'est un peu moins de 25% du parc, et c'est une part de logement qui aura tendance à diminuer en pourcentage dans les années qui viennent. On ne sera pas à 0, mais la réalité de la trajectoire ZAN, de l'augmentation de population et de l'intensité urbaine, fait que mécaniquement, cette part de pavillonnaires, elle va avoir tendance à se réduire parce qu'on va faire plus de collectifs que de pavillonnaires à venir. Et puis, on a des secteurs pavillonnaires qui vont faire l'objet aussi de recomposition. On le sait, ça ne va pas disparaître, mais ça va se réduire. Alors, ensuite, sur la question de la rénovation. En fait, un déjeuner ce midi avec EDF, ce qui était d'ailleurs assez intéressant. Aujourd'hui, la grosse masse de la rénovation thermique, elle se fait plutôt dans le pavillonnaire et l'habitat individuel que dans le collectif. Parce que dans le collectif, c'est des processus d'enclenchement de décisions qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus longs à enclencher. Sur du pavillonnaire, ça va beaucoup dépendre de la capacité financière individuelle de la personne, des aides qui peuvent être mises en place au travers de l'ANA, ou voilà, on peut parler des incitations fiscales. Un des éléments qui pourrait faciliter, on ne va pas forcément aller surélever sur un pavillon, quoique, typiquement on pourrait le faire, mais ça peut être aussi d'aller faciliter la recomposition urbaine en tissu pavillonnaire. Est-ce qu'on veut ouvrir ou faciliter la recomposition interstitiaire entre des secteurs pavillonnaires? Est-ce qu'on veut ouvrir ou faciliter la réutilisation de fonds de parcelles? Comment est-ce qu'on l'encadre aussi pour ne pas avoir des aménagements totalement anarchiques? Mais ça pose cette question-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu de la rénovation énergétique, c'est beaucoup plus le collectif que le pavillonnaire qui mécaniquement avance quand même plus vite aujourd'hui. En tout cas, je trouve que ce débat est entièrement intéressant et c'est bien que nous soyons très nombreux à s'y intéresser ce soir. Ce que vous avez tous bien mis en évidence, c'est le lien très étroit entre le développement économique, l'emploi, le transport et le logement, l'habitat. Et en fait, c'est ça qui fait le lien particulier en Ile-de-France. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qui intéresse quand même les Parisiens, c'est que si on veut du personnel dans les crèches, si on veut des policiers, si on veut des profs, il faut qu'on puisse les loger. Et la question de l'attractivité de la ville, elle est cette réponse-là. C'est-à-dire qu'il faut, et on l'aura bien vu pendant la crise du Covid, quand les infirmiers ils habitent à l'autre bout de l'Île-de-France, pour venir travailler avec des horaires décalés, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc en fait, la question de la densité, c'est également faire des logements pour ces fameux travailleurs essentiels. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important que chacun doit avoir à l'esprit. Et on sait bien aussi que c'est un sujet pour Paris qui a du mal à loger les chauffeurs de bus et les personnels des crèches. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Et surtout, mais tu l'as très bien dit, Jean-Philippe, c'est qu'en fait, on est maintenant dans le monde de la complexité, et pour répondre de mieux en mieux à la complexité, en fait, il faut innover. Et donc, c'est ce que tu as bien mis en avant,
c'est la reconfiguration de friches. A été lancée la semaine dernière en Ile-de-France je vais retrouver à Montigny-les-Cormeilles, une reconfiguration de zones urbaines commerciales. Il y a des centres commerciaux qui ont aujourd'hui beaucoup de difficultés, comme tu l'as rappelé, avec des zones de parking très étendues. Voilà, en fait, souvent la ville a rattrapé ces zones-là qui sont quand même pas très esthétiques, mais qui sont souvent bien desservies. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver des façons de retravailler la ville sur la ville en retravaillant ces zones qui souvent ont perdu de l'intérêt commercial, mais qui en ont gardé avec du e-commerce qu'il faut quand même retravailler. Il faut développer aussi du culturel sur ces espaces-là, et puis éventuellement faire de logements. Voilà, c'est toutes ces reconfigurations-là qui sont à retravailler, avec des financements, comme tu l'as dit, qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. Et puis, juste un petit focus sur le village des Jeux Olympiques, puisqu'en fait, là aussi, on est vraiment dans de l'innovation à grande échelle. Pour la première fois en France et en Ile-de-France, eh bien, on aura conçu des bâtiments qui auront plusieurs usages dans leur vie. Et les logements qui vont être livrés pour les athlètes vont être reconfigurés à la fin des Jeux paralympiques pour en refaire des logements familiaux. Typiquement, un athlète, il n'a pas de cuisine dans son logement. Donc en fait, il faut reprévoir tous les fluides et tous les espaces. Voilà, donc en fait, on est, en mettant en place de l'innovation et en réfléchissant tous ensemble, je pense qu'on arrivera à trouver des solutions pour répondre à tous ces enjeux que vous avez bien mis en évidence ce soir. Merci Anne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Ah, je me déplace. Merci beaucoup. Moi, je suis dans le 8e arrondissement, sympathisant. Je voulais féliciter notre professeur, mais j'ai un peu déçu parce que vous n'avez pas cité d'autres continents. Ça peut être l'Afrique, par exemple, pour faire une comparaison. Et par rapport à la densification, ma question porte sur le logement haussmannien. Parce que là, on vient de fêter les 170 ans de Baron Haussmann avec les élèves de 3e, et 4e et 5e. Alors, la problématique, comment surélever le logement haussmannien? Comment mettre les panneaux solaires sur ces bâtiments haussmanniens? Troisième point, par rapport à la Alpajol, je suis d'accord avec vous parce que c'est un projet que nous avons porté. Quand je dis nous, ce sont les associations du 18e. Mais nous, on ne voulait pas que ce soit cette plateforme. On voulait que ça soit donc un peu mélangé. Donc du coup, les panneaux solaires qu'on a installés, c'était un peu aussi mon idée. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Voilà, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah. Oui, une question, enfin ça va déboucher certainement sur une question. Tout à l'heure, à propos des logements collectifs et de la rénovation thermique, enfin l'amélioration des performances thermiques de logements qui ont été construits, par exemple, dans les années 70, qui ont, pour une grande part, vraiment des bilans pas bons du tout. Il se trouve que j'habite un ensemble de logements qui sont sur le toit de Paris, où il y a 200 logements. Et je suis pas du conseil syndical, et j'étais parlé il y a 3 jours de cette question, vue avec le... Et on est face à une difficulté énorme. On parlait des problèmes administratifs, des difficultés, de la lenteur. C'est pire qu'une lenteur. La loi actuelle, avec la répartition des frais de chauffage, fait que tout investissement d'isolation doit être pris, si c'est par une isolation par l'intérieur des logements, doit être pris en charge par chaque propriétaire individuellement. Essayez donc de bâtir un projet avec 200. Vous ne pouvez pas le bâtir.
il ne se bannit pas, on fait des propositions, et pour ma part, j'ai mené une étude thermique qui aboutit à un certain nombre de... On ne peut pas isoler par l'extérieur, en l'occurrence, pour les problèmes d'architecture, mais qui nécessite de dire, eh bien, on pourrait améliorer par l'isolation par l'intérieur de telle manière, en haut, en bas, on fait ci, on fait ça. On a 7, 8, 10 éléments de solution. Malheureusement, chaque fois qu'on veut en faire un, ben, il faut dire, écoutez les gars, voilà, il y a 30 personnes présentes sur 200 ou 60 présentes dans le conseil lors de l'Assemblée générale. Et combien veulent travailler sur ce dossier-là, essayer de le monter, vont être capables de monter un groupe pour cofinancer ça, pour qu'on se mette à 30 ou à 40 sur 200 pour améliorer ce logement-là. Ben oui, mais et le retour sur investissement, il se fait comment? Ah bah par la loi de répartition. Ben oui, ce qu'on voit actuellement, c'est que tel logement où il a parfaitement isolé, mais alors là, il a une super isolation, il a dépensé un fric fou, oui, pas 1 centime sur ses charges de chauffage. Pourquoi? Parce que les méthodes de répartition, de calcul, n'en tiennent pas compte. Et on cherche aujourd'hui comment on pourrait trouver des méthodes. On n'en a plus. Si c'est collectif, on peut faire quelque chose, on peut se réunir, faire voter. Si c'est plus collectif et que c'est une décision individuelle, eh ben on ne sait plus faire du tout. Au moins actuellement, j'essaye de faire des choses pour une petite partie de projet. Mais c'est un boulot de dingue. Voilà, alors peut-être que une suggestion. J'ai un petit complément, c'est juste à propos des toits. On disait, mais on pourrait aussi améliorer au niveau de la toiture. Alors au niveau de la toiture, ben, il y a des tas d'équipements. Et quand ces équipements ont été pensés, que le bâtiment a été pensé, impossible de végétaliser aujourd'hui. Parce que il y a tellement d'équipements posés sur le toit, qu'en réalité, on disait avec le président, ben, finalement, il faudrait faire un étage supplémentaire pour mettre tous ces équipements, et où il y a tous ces équipements, c'est un étage doit circuler, et puis au-dessus, on fait une végétalisation. Ça, on peut faire, mais qui le finance? Ça participe pour l'ensemble, mais comme ça dépend de chaque copropriétaire individuellement, je ne sais pas faire. On va prendre une série de réponses parce que sinon on aura oublié les premières questions. On a déjà eu trois intervenants avec beaucoup de densité dans les questions. Je te laisse reprendre animer. Et je disais que tout à l'heure en début de réunion, j'étais content parce que on retrouve un peu les splendeurs des grands soirs des réunions. On salue également Monsieur René-François Bernard qui est avec nous ce soir. On est content de le revoir. Il est adjoint au maire du 7e arrondissement et conseiller de Paris. Et d'ailleurs, je crois, en charge des mobilités, de l'environnement. L'espace public en général. Donc, je peux juste ajouter que... Ben justement, c'est ça que j'allais vous proposer. Éco-Rénovo, qui est, pour répondre à monsieur, la ville de Paris a lancé un programme Éco-Rénovo qui est tout à fait adéquate pour répondre à vos questions, puisque c'est des facilitateurs qui viendront résoudre tous les problèmes juridiques, réglementaires, aussi les questions d'isolation, comment isoler, végétaliser, etc. Donc je vous recommande ce programme. Vous pouvez candidater au niveau de votre conseil syndical et ensuite de votre syndic et de votre copropriété. Voilà. Et je voulais souligner un point, mais peut-être en dehors de questions, j'arrive tard, c'est celui de l'opposition qui peut exister certainement entre, je dirais, d'une part, les réglementations en termes aujourd'hui d'isolation thermique, d'une part, et d'autre part, évidemment, la biodiversité. Voilà. C'est un sujet aujourd'hui fondamental. Actuellement, certains dispositifs d'isolation sont assez contraires au développement ou au moins au maintien d'une certaine biodiversité. Je vais signaler ce point. Je crois qu'il faut, dans le PLU en tout cas, bioclimatique auquel nous travaillons aujourd'hui, puisqu'il est en rénovation maintenant, donc il est en reconstruction. Nous sommes à la première étape, maintenant c'est l'enquête publique. Et ce qui serait important, c'est qu'on puisse signaler durant l'enquête publique toutes ces difficultés, toutes ces contradictions. Voilà, je voulais juste merci ces 2 beaucoup. points et je te remercie. Je t'en prie, merci d'être avec nous. Reste devant, reste à côté de Sylvie.
pour répondre à monsieur sur le fait de donner des exemples de villes qui ne soient pas européennes, en fait, en recherche, la rigueur scientifique nécessite qu'on travaille sur des modèles urbains qu'on puisse comparer. Voilà, c'est pour ça donc les villes d'autres continents, notamment par exemple en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou en Asie, en Afrique, correspondent à des modèles différents, à des modèles scientifiques différents, ce qui fait que voilà, la rigueur scientifique nous impose de parler de choses qu'on peut éventuellement comparer de ce point de vue-là. Mais ça, évidemment, il y a beaucoup de recherches aussi sur les îles du Sud, voilà, d'Amérique du Nord, d'Asie, etc., dont je n'ai pas parlé ce soir. Voilà. Je crois que sinon, alors, je fais un point que, me semble-t-il, est aussi peut-être intéressant à souligner. C'est peut-être aussi la question, on parlait du NIMBY, de l'acceptabilité sociale. Alors, je ne réponds peut-être pas ici à une question précise, mais c'est pas très grave. Voilà, la question de l'acceptabilité sociale, que ce soit par exemple pour la surélévation, avec les problématiques que ça peut poser au sein d'une copropriété, aussi pour accepter qu'on surélève son immeuble, accepter que on ait moins de possibilités peut-être de faire construire son pavillon individuel. Cette question de l'acceptabilité sociale est peut-être aussi sensible aujourd'hui, et notamment parce que, alors ça c'est aussi nos conclusions en recherche actuellement en urbanisme, les questions de transition et de durabilité peuvent être perçues, donc là je parle de perception, donc par monsieur, madame, tout le monde, etc., comme ce qu'on appelle des injonctions, avec une valeur un peu injonctive, donc quelque chose de top-down, qui peut être perçu, ressenti comme imposé. Et donc, ce qui peut être intéressant dans la démarche de l'acceptation du changement, finalement, parce que c'est un peu ça aussi, et donc de l'acceptabilité sociale, c'est aussi, donc, par exemple, l'analyse des comportements, c'est aussi la concertation, ce qu'on appelle la co-construction en urbanisme. C'est un vaste programme, c'est pas du tout facile à mener, c'est très compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être aléatoire, imprévisible, etc. Mais c'est vrai que l'acceptabilité, elle peut aussi dépendre d'un exposé de l'ensemble des enjeux à la population. Elle peut aussi dépendre d'une discussion de ces enjeux, peut-être de priorités, avec la population, alors que ce soit des priorités qui touchent des aspects de choix sociotechniques, de choix industriels. Par exemple, est-ce qu'il faut faire la voiture électrique ou pas, parce que derrière, il y a aussi tout un tas d'inconvénients à en faire, de souveraineté, etc. Si on fait ce choix-là, qu'est-ce que ça implique? Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la réflexion à faire, en expliquant des enjeux de façon collective? Alors j'admets tout à fait que c'est très complexe, évidemment. Voilà. Ce qui peut faciliter aussi la compréhension de mécanismes, la compréhension de priorités, le dégagement aussi donc, de priorités. Voilà. Oui, c'est un vrai problème, cette acceptabilité, notamment parce que l'écologie est difficilement déclinable socialement. Et ça on rentre vite dans une problématique de création de crise, justement dans cette transition vers ces nouvelles villes. Et ça, c'est un vrai problème politique de positionnement. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je crois qu'il y en a eu tellement que... Je crois qu'il y avait déjà l'hosmanien. On reprend en même temps la prochaine série. Question? On a une ici, voilà. Là, oui. On prend les deux là, juste après. Bonsoir, merci pour toutes ces explications qui nous éclairent effectivement. Alors, la question rejoint l'haussmannien dont parlait monsieur. Je connais pas mal de propriétaires qui ont des chambres de bonne, ou en tout cas des appartements sous les toits, qui ont fait des travaux d'isolation et qui finalement se retrouvent avec des résultats très décevants en termes de classification. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette partie-là et améliorer les critères? Bonsoir. Je voulais féliciter les organisateurs qui ont trouvé un très bon titre, qui était Urbanité et mobilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une ville, sa seule raison d'exister, c'est d'être un centre d'échange économique, culturel, vaguement, mais ça vient après, de pouvoir, parce qu'il y a des pouvoirs économiques, et l'habitat, finalement, il ne vient faire qu'accompagner ce centre économique-là. Et d'ailleurs, vous regardez l'histoire de Paris, l'histoire de toutes les villes, leur structuration, elles répondent à ça, et je suis persuadé, ou en tout cas j'espère que vous ne me contredirez pas sur
ce point au travers de vos différents exemples européens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si la capitale, comme le soulignait le président du Bois-Clément il y a un instant, est trop autiste et au fond se retrouve dans une situation de mépris vis-à-vis des villes limitrophes, à ce moment-là, elle vient par la congestion de sa mobilité poser un problème absolument dramatique, qui est qu'elle n'a plus de pouvoir économique. Et à ce moment-là, elle s'effondre de l'intérieur. Donc vous posiez la question de savoir si une formation politique pouvait défendre ou pas la densité, c'est en soi une bonne idée, puisque la densité, on voit bien que ça permet de financer les isolations thermiques, etc. Ça ne changera pas la donne, ça ne permettra pas de loger non pas seulement d'ailleurs les travailleurs clés, mais les classes moyennes qui font partie des travailleurs absolument indispensables aux mêmes entreprises qui sont et qui construisent ce centre d'échange économique permanent dont nous avons tous besoin pour rester dans cette cité que nous apprécions tous, dont on voit que là, effectivement, elle devient un peu plus complexe. Donc, moi, je voudrais vraiment, encore une fois, qu'on relie, et donc c'est une question facile au président du Bois-Clément, qui est comment vous faites pour réconcilier urbanité et mobilité pour permettre à cette région capitale, précisément, de jouer son rôle à la fois d'impulsion, de dynamisme économique à l'échelle du pays, et on le voit bien, mais aussi à l'échelle des différentes métropoles de la région Île-de-France. Merci, Monsieur le Président. Bien, alors beaucoup de choses. Il y avait la question de la réversibilité qui avait été évoquée. J'avais noté un point. Pour nous, c'est un élément fondamental. La réversibilité, on demande dans le cadre du prochain SDRIF environnemental qu'elle soit pensée au stade du permis de construire. La réalité, c'est que la réversibilité, un bien qui est construit pour 80 ans, un siècle et demi, souvent à 10-15 ans, on n'a aucune idée de ses mutabilités potentielles. Alors, la réversibilité, elle a été totalement imaginée, pensée, réfléchie avec beaucoup d'autres aspects expérimentaux sur le village des athlètes des JO, mais la réversibilité, en fait, elle avait déjà été inventée avant, sans être théorisée, c'est l'haussmannien. L'haussmannien, c'est le bâtiment réversible par excellence. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a pu, au fil des décennies, s'apercevoir qu'on avait un urbanisme qui était passé du logement à du bureau, à de l'activité, à du commerce, avec... Et en fait, ça va souvent tenir à quoi? Ça va tenir à des questions de hauteur sous plafond, de largeur de porte. Et de ce point de vue-là, enfin, on n'a rien à réinventer. Mais la question de la réversibilité du bâti, elle a cessé de se poser dans les années 70, 80, 90, où globalement, on a pris des modes opératoires de construction qui rendent ces réversibilités extrêmement compliquées, avec le coût écologique, le coût carbone que ça peut entraîner quand on est amené à devoir démolir, parce que techniquement on ne peut pas réaménager, ou alors à des coûts totalement déraisonnables. Alors, juste la Alpajol, le bâtiment, strictement rien à dire dessus. L'usage du solaire qui est fait dessus, en plus, bon, il y a un côté pédagogique, d'accompagnement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est la typologie d'aménagement des extérieurs dans un secteur qui est déjà très dense et très minéral. Mais pour le coup, le bâtiment, à l'inverse, autant je trouve que l'esplanade a été ratée, autant le bâtiment, à l'inverse, est fonctionnel. La question de la rénovation thermique dans le collectif, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est déjà, y compris quand on n'a pas les questions isolation intérieure, qu'on peut être sur de l'extérieur, sur des enclenchements de majorité qui sont extrêmement durs. Alors là, actuellement, le gouvernement est en train d'alléger un petit peu ou de faciliter des questions de majorité qualifiée pour arriver à enclencher les travaux, mais on voit bien qu'on n'est pas encore à l'échelle sur la simplification si on veut pouvoir aller véritablement massifier et avec en plus des inégalités entre des bâtiments avec une forte part de propriétaires occupants ou au contraire de propriétaires investisseurs ayant loué. Le rapport au bien n'est pas forcément le même. Et puis en fonction du niveau social individuel des habitants dessus. Et on se rend compte que là-dessus, en fait, on est sur quelque chose qui se fait au fil de l'eau aujourd'hui, de manière compliquée, en reposant sur la bonne volonté des copropriétaires ou sur des syndics qui sont un peu plus péchus, si vous me passez l'expression, que d'autres, mais on n'est pas encore à l'échelle en termes de massification. La question de l'haussmannien et de chambres bonnes sous les toits, oui, la réalité, c'est qu'on a certaines typologies urbaines. Quand vous êtes sur des toits en zinc, sauf à ce que demain, les Bâtiments de France et la Commune de Paris acceptent de modifier cet aspect urbain, bon,
sait qu'on aura toujours des étiquettes énergétiques qui seront mauvaises sur certains bâtiments. Et ce qui est assez terrible de sortir de la location purement et simplement, plutôt que de mettre des systèmes fiscalement désincitatifs, on pourrait très bien imaginer de taxer un peu plus, c'est déjà fait d'ailleurs, de plafonner les évolutions de loyer, c'est qu'on risque, dans un schéma où on a déjà une surtension sur le logement, de sortir du marché des logements, alors même qu'on en manque, et sortir ces logements du marché, là où on ne peut pas techniquement faire des rénovations satisfaisantes pour aller au-delà du E. Les sorties de logements, en 2034, on descend jusqu'au E. En Ile-de-France, c'est 49% du parc locatif qui doit sortir du marché locatif. Donc c'est un chantier absolument colossal. Mais ces logements qu'on va sortir, soit on rentre dans du black, soit on rentre dans de la location touristique de courte durée, soit quand on part sur du black, c'est une fragilisation du propriétaire comme du locataire, ou alors on part sur de l'occupant habitant. Et la personne qui va aller acheter une passoire énergétique sans faire les travaux, sans pouvoir les faire, on voit bien qu'on est quand même sur un empilement de misère qui n'est pas forcément totalement souhaitable. Ensuite, sur la question de la densité qui était évoquée, il y a un élément, soit le mot densité fait peur, densification fait peur. Alors qu'en fait, ça devrait être mis en parallèle de 2 ou 3 éléments. La première chose, c'est que la densification, c'est un facteur d'économie. Et moi, je ne crois pas au phénomène de démétropolisation totale, parce que la ville dense coûte moins cher que la ville étalée. Ce que vous évoquiez sur la question des transports, on va le retrouver sur la question énergétique. On va le retrouver sur l'éclairage public. Courbevoie, 80 000 habitants, 3 000 points lumineux. Mency, 15 000 habitants, 3 000 points lumineux. Avec une population 5 fois moins importante pour assumer un entretien quasiment équivalent. Et on peut le décliner surtout sur les réseaux d'eau, sur les réseaux d'assainissement. La compacité de la ville est aussi un facteur d'économie. Et donc dans une raréfaction des moyens, moi je pense que la ville dense a encore un avenir. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on la réaménage. Et puis la question des mobilités, c'est aussi quels moyens est-ce qu'on met pour faciliter ces mobilités. En fait, on a imaginé assez souvent dans ce pays qu'on pouvait fonctionner de manière unique et par la contrainte. Je crois beaucoup plus à la question de l'incitation. Quand on met en place une ZFE, on se rend compte que ça ne marche pas. Ou qu'on est obligé de revenir en arrière. C'est ce que fait Lyon aujourd'hui, c'est ce que fait la métropole du Grand Paris qui va repousser au maximum de ce que la loi autorise en espérant qu'au-delà le gouvernement bouge un petit peu parce qu'on était sur un critère beaucoup plus loin. Je ne pense pas forcément qu'on prenne les choses par le bon bout. La question du covoiturage qui peine énormément à fonctionner, on s'est intéressé uniquement soit à la contrainte, soit à la question de micro-incitation financière. Le covoiturage, ce qui peut faciliter ça, c'est la question temps. Combien de temps est-ce que vous mettez pour voyager? Et donc, est-ce que vous avez des voies réservées? Oui, c'est quelque chose qui est de nature à faciliter le covoiturage. Accepter quelqu'un, un extérieur, dans son véhicule, non, les gens le font s'ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps s'il y a des voies réservées. Quand on compare avec ce qui a été fait à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, on se rend compte que là où il y a des voies réservées, le covoiturage explose. On est déjà bien avancé et on va devoir libérer le vice-président Jean-Philippe Dubois-Clément, à moins qu'il y ait une question urgentissime et qu'il ne pourra pas lui poser tout en buvant un verre. Alors on va les prendre super vite, mais vraiment, on vous fait confiance pour les exposer avec le message que fait confiance. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup pour le propos. Je fais super vite. Merci. Je pose la question et après peut-être quelques chiffres, mais est-ce que la ville dense, c'est pas la promesse d'un enfer pour les familles? C'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le désir d'enfant, c'est 2,5 enfants par femme, on est à 1,8 en taux de natalité, et tous les sondages démontrent, avec un recul de plus de 70% des réponses, que les premiers freins, c'est petit 1, le logement, et petit 2, les services d'accueil du jeune enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma femme est enceinte, je cherche un service d'accueil du jeune enfant, et bien je n'ai que ce qui est libre. C'est-à-dire à Paris, je ne dispose que de ce qui est libre, je ne peux pas choisir en fonction de ce qui est le mieux pour l'éducation de mon enfant. Et ce qui se développe le plus, c'est quoi? C'est le micro-crèche, c'est lucratif, c'est ce qui coûte une blinde, c'est-à-dire en fonction des revenus, entre 500 et 700 euros par mois de reste à charge. Donc la ville dense est source d'économie, mais pour qui? En tout cas pas pour les familles. Est-ce que une ville dense, c'est pas la promesse d'une ville sans famille? Voilà. Tout en allant de l'autre côté pour donner le micro, c'est un
C'est le président des jeunes UDI de Paris, c'est un spécialiste des questions de famille et je travaille principalement sur les questions. Après, c'est des choix politiques, c'est des choix d'investissement. Oui, oui. Alors, bonsoir. Je remercie déjà au niveau des thématiques qui ont été quand même exposées et qui sont quand même au cœur de l'actualité actuellement. On aura deux événements au niveau national. On a la Coupe du monde de rugby qui arrive et qui va s'enchaîner après avec les Jeux olympiques l'année prochaine. On aura quand même des soucis parce que on a des demandeurs d'emploi, on a des jeunes. Auparavant, j'ai piloté avec la mairie de Paris à l'époque ce qu'on appelle le CLAGE, le comité de logement autonome des jeunes, où on a quand même réussi à positionner, au moins sortir de la paupérisation, certaines personnes qui étaient quand même hors discipline, qui avaient des logements pour payer quand même à bas niveau pour suivre les études. C'était pour les étudiants. On parle des Jeux olympiques l'année prochaine. Les logements qui sont construits et après modifiés pour les familles, dans le cadre des logements sociaux, est-ce qu'on pense aussi aux étudiants? Merci beaucoup. Comment dire? Alors, c'est une question que la recherche n'a pas étudiée. Je l'étais en touche. Voilà. En fait, on touche là à la question aussi du multi-usage, éventuellement avec des périodicisations différentes dans le temps, selon les usagers des différents types de logements. Voilà. Mais là, je pense que c'est peut-être une question plus politique, me semble-t-il. Moi, j'ai une réponse. On a un fils qui est étudiant. Durant le Covid, on n'a jamais parlé des étudiants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout était sur les primaires, etc. Et les étudiants ont été les grands oubliés de tout ça. Voilà. Et puis, on a une politique qui a été mise en place aussi, la baisse des APL, qui les a fragilisés par ailleurs. Donc, c'est un vrai problème politique. Voilà. Je vous propose qu'on arrête. Je vais dire juste deux mots sur le domaine. Ah, ça, tu vas le dire juste après. Je dis juste après, vas-y. Parce qu'après, on sera plus concentré. Voilà, rapidement. Oui, tu as raison. Je vais te laisser le faire, mais justement, ça fera la vraie transition. Et d'ailleurs, juste sur les jeunes, à la région Île-de-France, on a fait des choses pendant le Covid, parce que notamment, il y a eu un budget qui a été consacré vraiment pour l'accompagnement social des jeunes, pour qu'ils puissent se nourrir, et aussi pour un accompagnement psychologique. Je n'ai pas le chiffre en tête, parce que je n'étais pas élu à la région, contrairement à vous deux, Jean-Philippe et Sylvie, à ce moment-là, mais beaucoup de choses ont été mises en œuvre par la région, parce que c'est vrai qu'il y a eu, de ce point de vue-là, une défaillance de l'État, mais là, on n'est pas là pour leur taper dessus, ils ont fait assez de bêtises directement, et de toute façon, on n'a plus le temps. Je voulais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir ouvert le feu de cet exercice. C'était vraiment formidable pour nous de vous avoir, et au-delà de vous deux, de se dire aussi qu'on est de nouveau en capacité de se réunir comme ça, et je crois vraiment à l'effet boule de neige.